Bienvenue pour une dernière fois. On conclut notre chapitre 1 avec la vidéo 7 qui traite des mesures de position. Donc, l'utilité des mesures de position, c'est d'établir la position d'une donnée par rapport aux autres quand les données sont ordonnées. Donc, si nos données sont ordonnées, ce qui implique qu'on n'a pas de variable qualitative nominale, ben, on est capable de donner des mesures de position à ces données-là. Et là, évidemment, ça va marcher surtout pour les variables quantitatives. Parce que les variables qualitatives, même si elles sont ordonnées, ben, en général, pour la code Z, par exemple, ça nous prend la moyenne. Les quantités, on n'est pas capable de calculer ça. Donc, les deux qu'on va utiliser, c'est les quantiles et les codes Z. Donc, les quantiles, vous avez peut-être déjà vu au secondaire, c'est des valeurs qui partagent une distribution qui est ordonnée en un nombre de parties égales. En réalité, la médiane, c'est déjà un quantile. Parce qu'on met un séparateur au milieu, puis on dit 50% des données sont en bas, 50% sont en haut. Donc, ce qu'on connaît de la médiane, et même certains des calculs, vont se retrouver ici, mais de façon des fois un peu plus complexe, parce qu'on ne va pas mettre le pourcentage à la même place. Voici l'ensemble des quantiles. On a les quartiles, les quintiles, les déciles et les centiles. Donc, comme leur mot l'indique, les quartiles, c'est des quarts. Donc, on sépare en 4 groupes. Ça fera combien de séparateurs pour avoir 4 groupes? Bien, 3 séparateurs. Donc, Q1, Q2 et Q3. Les quintiles, ben, on fait 5 groupes, quinte comme dans 5. Ben, ça prend 4 séparateurs, V1 jusqu'à V4. On utilise V simplement parce que Q était déjà pris, puis V, c'est comme un chiffre romain, 5. Les déciles, ben, c'est D1 à D9. Et les centiles, ça va être C1 à C99. Une chose qui est importante avant de poursuivre, c'est ce que moi j'appelle le pourcentage associé au quantile. Bien, le pourcentage associé à Q1, par exemple, c'est le pourcentage des données qui sont en bas de Q1. Comme pour la médiane, son pourcentage associé était 50%, bien, Q1, ça va être 25%. Je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire une formule pour calculer ça. Allez-y avec votre logique. Si on parle de V1, par exemple, bien, il y a le premier séparateur de 100% des données séparées en 5, c'est 20%, c'est des groupes de 20%, mais le premier séparateur est à 20%. Par exemple, le troisième quintile, V3, va être à 20 plus 20 plus 20, 60%. Moi, j'appelle ça le pourcentage associé au quantile. Mais par exemple, D2, ce serait aussi 20%. Et les centiles, c'est facile, ben, c'est 99, c'est 99%. Donc, on n'a pas de calcul à faire ici. C'est tout simplement le pourcentage qui nous est donné par l'indice. Puis 3, par exemple, si j'en rajoute, c'est 75%, etc. OK. Donc là, il y a une démarche. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme il était indiqué ici, suivre la démarche suivante avec l'exemple 1.21. Ça se trouve dans votre manuel à la page 21 également. Donc là, j'ai pris soin de recopier tout de suite les données et de faire la première étape, ce qui est de les mettre en ordre. Donc, je vais faire ça si vous voulez, mais je pense qu'on perd du temps pour rien si on fait ça. Donc là, première étape, parce que les quantiles ont seulement du sens lorsque on a des valeurs ordonnées, mais il faut les mettre en ordre. Ordonner la série de données. Les données de la série, c'est la première étape. Ensuite, calculer l'indice L. Ça, cet indice L, c'est on prend le pourcentage associé, qui est I%, comme tantôt, là, c'était 75 pour Q3, par exemple, et on multiplie par N, qui est le nombre de données. Donc, I, c'est le pourcentage associé, on s'est pratiqué, fois N. Qu'est-ce que ça donne, ça? Bien là, dans mon exemple ici, je vais le faire pour les 3 quartiles. On en fera tantôt pour d'autres choses, mais pour les 3 quartiles. Donc, pour Q1, ben, on parle de L1 qu'on va calculer ici. L1, c'est le pourcentage associé à Q1. Donc, 25%, je ne vais pas en rajouter plus qu'il faut, 25% fois le nombre de données. Là, ici, j'ai combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 données. 25% fois 12. Ça, c'est ce qu'on appelle L1, qui va être associé à Q1. Le 25% fois 12, c'est comme 0,25 fois 12, c'est 3. Par exemple, si je le fais juste pour Q3, je ne le ferai pas pour toutes. Pour Q3, ce serait L3 dont on parlerait
Mais L3, ce serait 75% cette fois-ci, multiplié par 12. Bien, ça, 75% fois 12, comme 0,75 fois 12, ça donne 9. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ces valeurs-là? Une fois qu'on a ces valeurs-là, ce qu'on nous dit, c'est calculer les quartiles. Bien, on a deux options. Si c'est un entier, notre L qu'on vient de calculer, ou si ce n'est pas un entier. Si ce n'est pas un entier, en réalité, ça règle le problème. Parce que le nème quartile est égal à l'observation occupant la position immédiatement supérieure à L. Donc, par exemple, si j'avais obtenu 3,5 ici, ben, j'aurais dit c'est la quatrième donnée qui m'intéresse, la prochaine. Si j'avais obtenu 3,2 aussi, j'aurais dit c'est la quatrième donnée, donc celle-là. Dans ce cas-ci, nous autres, on a obtenu des entiers les deux fois. Si on obtient un entier ici, bien, le nème quartile est égal à la moyenne des observations occupant les positions L et L plus 1. Donc là, il faut faire la moyenne. C'est analogue à ce que je faisais avec la médiane quand j'avais 5 données versus quand j'avais 4 données. Quand j'avais 4 données, il fallait que je fasse une moyenne. Donc ici, parce que notre donnée ici, c'est 3, notre L1, il faut qu'on fasse la moyenne entre la troisième et la quatrième. Donc, par exemple, notre Q1 va être égal à, mais nos données, la troisième et la quatrième sont ici. C'est celle-là et celle-là. Donc, il faut faire la moyenne entre ces deux données-là. Donc ici, je le fais. C'est, on me dit 4 plus 6 divisé par 2, ça me donne donc 5. C'est ça mon Q1. Pour Q3, là, on va faire à peu près la même chose, mais par contre, cette fois-ci, avec la 9e et la 10e donnée. La 9e et la 10e donnée sont, ça c'est 12, 11, 10, ces deux-là. Donc, il va falloir faire la moyenne entre 13 et 120. Et donc, on fait 13 plus 120 divisé par 2. Ça nous donne ici, si vous le calculez, 66,5. Voilà. Donc, ça, c'est pour calculer des quantiles où elles ne sont pas groupées par classe. C'est des données brutes qu'on appelle ce genre d'exemple. Le prochain exemple, ou la prochaine démarche, ça, c'est en haut de la page 14 dans vos notes de cours, on achève. Bien, ça, c'est analogue à ce qu'on a fait pour la médiane. Donc, c'est à peu près le même calcul, mais tout ce qui va changer, c'est ce qui est en jaune ici. Et on va avoir autre chose que 50% qu'on avait pour la médiane. On va avoir le pourcentage associé au quantile et on va écrire le numéro du quantile. Sinon, tout le reste fonctionne de la même façon. On commence par trouver dans quelle classe on va dépasser ce quantile-là. Puis après ça, ça fonctionne assez semblable, de façon assez semblable à la médiane. Je vais quand même faire des exemples à partir de cet exercice-là. Donc là, par contre, je vais devoir changer à une autre page parce que je n'ai pas assez d'espace sur celle-là. Donc ici, je vais juste encercler ou entourer ou pointer vers les choses qui m'intéressent pour calculer le premier exemple. On nous dit trouver le premier quintile ici. Le premier quintile, ça c'est V1. V1, son pourcentage associé, c'est quoi? C'est 20%. Peut-être que je vais tout de suite mettre les informations pour le 7e décile. 7e décile, c'est D7. Son pourcentage associé, c'est 70%. OK. Là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, il faut trouver à quel endroit on va dépasser le 20%. La classe où on dépasse 20%, ben c'est pas ici. On est juste rendu à 16. Ça va être ici. Donc là, ici, je vais dire que mon V1 là, se trouve quelque part là-dedans. De façon semblable, mon D7, mais je ne dépasse pas 70%. Ici, je suis rendu à 46 si on additionne ça. Par contre, je vais être rendu à dépasser 70% ici si je lui ajoute presque 30. Je vais dépasser 70. Donc, mon D7 se trouve quelque part là-dedans. Il faut que j'aille l'estimer. Donc là, les informations pertinentes pour faire ça, là, je vais juste encercler celles qui sont pertinentes pour V1. Ça me prend la borne inférieure de la classe. Ça me prend l'amplitude de la classe, qui est ici de 10. Ça me prend le pourcentage cumulé avant, qui est ici seulement 16. Et ça me prend le pourcentage de cette classe. Donc, je vais dans une page blanche calculer ça. Donc,
Comme ça. Non, ça ne m'intéresse pas. OK. Donc là, je suis ici. Je veux calculer V1. Mais pour calculer V1, ce que ça me prend, c'est la borne inférieure de la classe. La borne inférieure de la classe, je l'ai souligné, c'était 10. Ça me prend également le pourcentage associé à V1, qui est 0,20. Et là, je vais soustraire la fréquence cumulée avant cette classe-là. Mais j'ai seulement une classe avant. Cette classe-là, elle est à 16%. Donc, je lui soustrais 16%. Je dois diviser par le pourcentage associé à ma classe, où j'ai dépassé mon V1. Mais celle-là, c'est 30% cette classe-là. Et je dois simplement multiplier après ça par l'amplitude de ma classe. C'était ma classe 10 à 20. Son amplitude, c'est 10. Tout ça ensemble calculé, je vous épargne les détails, ça nous donne environ 11,3, qui serait notre V1. Et là, si je calcule D7 avant de retourner, ben D7, je dois partir dans la classe D7 qui était de 20 à 30. Je dois partir de 20. Je dois lui additionner. Ben, le calcul, c'est le pourcentage associé à D7, qui est 70%, moins le pourcentage cumulé avant D7, qui est 16,30, donc 46. Tout ça doit être divisé par le pourcentage de ma classe, qui était 0,29, et tout ça doit être multiplié par l'amplitude de ma classe, qui était 10. Et donc, ça me donne, si je fais le calcul, environ 28,3. OK. Donc, si je reviens à mes notes de cours, ben, j'ai fait mes calculs pour V1 et D7 à partir de ce tableau-là. Et là, il me resterait juste à rajouter des unités. Mais c'était le salaire horaire. Donc, je pourrais mettre que ces deux valeurs-là sont en dollars par an. Là, je suis rendu à ma dernière étape pour le chapitre 1. C'est la cote Z. C'est aussi une mesure de position qui permet de comparer des données de nature différente en ramenant sur une même échelle. Si le coefficient de variation, c'est une mesure de dispersion relative à la moyenne, écart type relatif à la moyenne, mais la cote Z, c'est la mesure de position correspondante. Donc, c'est une mesure de position relative à l'écart type et à la moyenne. Et donc, on l'utilise souvent pour comparer des résultats scolaires. Vous en avez peut-être déjà entendu, mais la cote Z rentre dans le calcul de la cote R. Et donc, comment on la calcule? La cote Z, c'est le nombre d'écarts types qui séparent une donnée de la moyenne. Ça, c'est la définition et l'interprétation. C'est une cote Z de 2. Tu as 2 écarts types en haut de la moyenne. Comment on calcule ça? Valeur moins moyenne divisé par l'écart type. Donc, mis en symbole mathématique, xi, c'est ta valeur, ta note, par exemple, moins mu la moyenne divisé par l'écart type, ou en notation échantillon, xi moins x bar sur s. Donc, pour cet exemple-ci, ce qu'on nous dit, c'est Maria et Olivier sont deux élèves qui suivent le cours de XVB avec des professeurs différents. En ce moment, il y a juste moi, vous n'êtes pas chanceux. Maria a obtenu 78% comme note finale, alors que la moyenne de son groupe est de 64% et l'écart type est de 7%. Olivier a terminé le cours avec une note de 80%, la moyenne de son groupe est de 72 et l'écart type est de 5. Déterminons qui a le mieux réussi entre Maria et Olivier. À première vue, Maria a eu 78, Olivier a eu 80. Il est meilleur. Mais non, parce que vous savez que d'un prof à l'autre, ça varie. Et donc, il faut faire ce genre de calcul-là pour être capable de comparer dans deux groupes différents. Ce n'est pas une science exacte, la correction. Donc, je vais faire ça sur une page blanche également. Donc, comment on fait pour faire ce calcul-là? Je vais utiliser des symboles avec des indices simplement pour dire la cote Z de Maria et la cote Z de Olivier. Et là, ben, valeur moins moyenne divisée par écart type, ça donne donc la valeur de Maria moins la moyenne de Maria, c'est-à-dire la moyenne dans son groupe, divisée par l'écart type de Maria. Même chose pour Olivier. XO moins mu O divisé par sigma O. Ben, ces valeurs-là se trouvent dans le texte. On va aller les chercher. 78%, c'est la moyenne de Maria. Son groupe, par contre, a eu une moyenne de seulement 64%. Et l'écart type était de 7%. Assez petit comme écart type. L'écart type dans le groupe d'Olivier, c'était 5%, encore plus petit. Par contre, lui a eu 80 et sa moyenne était de 72. Donc là, vous me voyez venir. Vous allez voir qu'effectivement, la meilleure personne, ça a été Maria.
Parce que elle, si on fait le calcul, elle va avoir eu une code Z de 2. Et lui, si on fait le calcul, il va avoir une code Z de 1,6. Ça veut dire vraiment, là, 2 écart types en haut de sa moyenne, 1,6 écart types en haut de sa moyenne. Donc, elle est plus démarquée par rapport à sa moyenne. Continue avec ça, quelques remarques, puis on va conclure. La code Z, si elle est positive, évidemment, ça veut dire que tu es en haut. Si la code Z elle est négative, ça veut dire que tu es en bas. Tu es en bas de ta moyenne. Ta valeur est plus petite que ta moyenne. Et si la code Z est égale à 0, ça veut dire que tu es exactement sur la moyenne. Si tu as 78, puis ta moyenne c'est 78, on fait 78 au numérateur, ça donne 0. Et là, ce qu'on nous dit en termes d'interprétation, c'est que presque toutes les données sont toujours comprises entre moins 3 et 3. Dans le passé, on vous avait dit, dans une vidéo précédente, je vous avais dit, la plupart des données sont entre l'intervalle de valeur, moyenne moins écart type, moyenne plus écart type. La plupart des données, plus que 50%. Là, ici, on rajoute quelque chose, on dit à 3 écarts types, donc moyenne moins 3 écarts types, moyenne plus 3 écarts types. Là, on a presque toutes les données. En réalité, là, pour la plupart des séries de données, c'est genre en haut de 99%. C'est très rare, donc, d'avoir une code Z plus éloignée que 3. Donc, moins 3 ou plus que 3. Donc, c'est ça qui conclut notre premier chapitre. Ça, c'était les statistiques descriptives. Selon moi, la partie la plus plate d'un cours de stats, mais il fallait le faire. Et on va embarquer au prochain cours avec les probabilités. C'est beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus de réflexion qu'il y a à y avoir. Donc, je vais faire des vidéos, mais on va devoir passer du temps ensemble sur les probabilités. D'ici là, on se voit sur Zoom. Salut!